Monsieur le Premier ministre, le 29 janvier, le chef de l'État sait que les scientifiques annoncent pour mars et avril une troisième vague. Il n'en tient pas compte. Il fait, selon les mots de votre majorité, un pari, comme si l'on pouvait parier sur la santé des Français. En fait, son ambition n'était pas d'éviter le confinement, mais de nous habituer à vivre avec le virus. En vérité, le chef de l'État n'a pas cru au vaccin. N'a-t-il pas dit le 4 décembre « Le vaccin arrive », est-ce la seule réponse? Non. Quelle faute! N'avoir pas misé sur la science, sur l'intelligence, c'est cela votre erreur, celle qui explique tout. Dès octobre, Boris Vallaud vous interroge sur la stratégie vaccinale. Olivier Véran lui répond « c'est prématuré ». En fait, rien n'était prêt. Dès décembre, le groupe socialiste vous demande deux choses. Premièrement, une vraie gestion territorialisée, sévère, là où le virus se multiplie, allégée, là où le taux d'incidence est plus faible. Deuxièmement, de parler en priorité aux pro-vaccins, d'engager une campagne de communication et une stratégie vaccinale massive. Le Parti socialiste vous a demandé de vacciner urgemment les enseignants. À chaque fois, votre première réponse est négative. Monsieur le Premier ministre, cela ne peut plus durer. Le Covid en France, c'est l'équivalent d'un Airbus qui s'écrase chaque jour. Le gouvernement ne peut plus agir sans que le Parlement ne contrôle son action. Il vous faut entendre les médecins, les enseignants, les élus, le Parlement. Un homme seul ne peut pas décider pour 66 millions d'habitants. Monsieur le ministre, je vous ai entendu. Je vous ai entendu et bien des choses que vous avez pu dire peuvent mobiliser notre énergie et notre volonté. Aujourd'hui, il y a une exigence de collégialité et de transparence. Vous ne pouvez plus travailler, traiter cette crise comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Nous sommes dans une double impasse sanitaire et démocratique. Il est temps de réagir. Monsieur le député. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. L'Université des Antilles connaît un mouvement de contestation de la part des enseignants, des étudiants et des personnels administratifs qui dure depuis plus d'un mois. Les raisons principales sont des problématiques structurelles dans la gestion de l'Université Antilles, des souffrances au travail dont le dernier cas en date, relayé dans les médias locaux, concerne le dépôt de plainte de professeurs pour harcèlement moral. Cette situation aurait pu être évitée si, en votre qualité de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, vous aviez donné suite au rapport des missions du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur de mai 2016, de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de mai 2019 qui confirmait les inquiétudes du Haut Conseil, de la mission d'évaluation de la loi du 25 juin 2015 qui a été votée par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation et transmis à votre ministère il y a plus d'un an. Ces trois rapports sonnaient l'alerte sur la nécessité d'assurer l'équilibre entre l'unité de l'université et l'autonomie de ses pôles, d'apaiser le débat sur la répartition des moyens et d'apporter un rééquilibrage administratif entre ces pôles, de consolider et d'organiser les procédures et les fonctions support avec un suivi du ministère, de limiter la duplication des formations et enfin de clarifier les textes pour sortir de l'impasse juridique. À ce jour, aucun retour n'a été fait sur les recommandations de ces trois rapports. Vous avez laissé pourrir cette situation. Madame la ministre, les acteurs du monde universitaire des Antilles sont convaincus qu'ils ne font aucunement partie des priorités de votre ministère et qu'ils sont les sacrifiés de la nation. Ils attendent de vous des engagements avant une explosion débouchant sur une rupture fatale. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. Je souhaite attirer votre attention sur la situation des infirmiers anesthésistes diplômés d'État, IADE. En effet, cette profession qui participe très largement à l'effort sanitaire depuis le début de la crise de la Covid-19 est particulièrement inquiète suite au récent projet du gouvernement pour l'hôpital. Les IADE ne comprennent pas pourquoi les portes du gouvernement restent fermées pour leur reconnaissance en tant qu'auxiliaires médicaux en pratique avancée, reconnus sur leurs quatre socles de compétences: anesthésie, réanimation, urgence préhospitalière, soins critiques et algologie. Les infirmiers et infirmières anesthésistes remplissent objectivement toutes les conditions d'accès à l'assimilation de leur exercice en pratique avancée. Niveau de diplôme, des pratiques relevant habituellement d'un praticien médical
niveau élevé d'autonomie déléguée, des compétences cliniques, de transversalité et l'approche globale du patient. Infirmier anesthésiste est une profession à part entière, une orientation qui se distingue du métier d'infirmier de soins généraux. Alors que les infirmiers anesthésistes sont encore une fois fortement mobilisés à l'occasion de la troisième vague, des programmations massives, des blocs opératoires et des anesthésies, pourquoi le gouvernement refuse-t-il toute négociation directe entre les syndicats et organisations professionnelles IAD, le ministère de la Santé et la Direction générale de l'offre de soins? Dans la période que nous traversons et au vu de la mobilisation et du dévouement de ces personnels, les portes de votre cabinet ne sauraient rester fermées plus longtemps à leurs revendications légitimes. Je souhaite donc savoir, Monsieur le ministre, quelles mesures vous entendez prendre afin d'assurer une meilleure prise en compte des IADE. Merci. Monsieur le ministre, il conviendrait de les rassurer et il conviendrait que vous les receviez pour leur indiquer tout ce que vous dites et pour améliorer cette situation. Merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, l'heure du choix entre les patients est arrivée dans les premiers hôpitaux. Je ne citerai que les propos du chef du service de réanimation du CHU de Nancy, qui hier annonçait plusieurs décès dans son service liés à des déprogrammations d'intervention. Le tri va s'accélérer et pour la première fois dans l'histoire récente de notre pays, ce n'est pas la conséquence d'un événement imprévu, c'est la conséquence du choix d'un homme qui, dans une volonté de concentration à l'excès de ses prérogatives constitutionnelles, a pris cette décision, c'est le chef de l'État. Votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, applique cette décision en laissant circuler le virus à un niveau élevé depuis 2 mois. Monsieur le Premier ministre, allez-vous exprimer des regrets, des remords, des excuses vis-à-vis des Français et de leurs proches qui sont victimes de cette obstination? Madame la ministre, vous pouvez vouloir bannir un mot du vocabulaire, vous ne le bannirez pas de la réalité. Et quand on déprogramme plus de 80% des interventions dans les hôpitaux, à quoi contraignez-vous les soignants si ce n'est à choisir? À quoi les contraignez-vous si ce n'est de prendre certains patients et de ne pas en prendre d'autres? Et ce qui m'inquiète, voyez-vous, dans vos propos, c'est ce déni persistant de la réalité. Et à ce déni persistant de la réalité, vous ajoutez une gestion de la crise par un homme seul, fût-il chef de l'État, qui, encore une fois, ne consultera pas le Parlement après ses décisions, mais viendra comme dans une chambre d'enregistrement, et c'est scandaleux. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous venez récemment d'affirmer que 94% des enseignants absents étaient remplacés. Mais la réalité est tout autre, et il semble bien que le chiffre que vous citez ne prenne pas en compte toutes les absences liées à la Covid, et ils augmentent malheureusement tous les jours. En effet, dans bien des établissements du primaire comme du secondaire, des enseignants absents ne sont pas remplacés, et ceci désormais sur de longues périodes. Face à cela, les professeurs des écoles organisent au mieux le service, surchargeant parfois les classes pour accueillir des élèves, des maîtres absents, et provoquant ainsi un brassage favorable à la propagation du virus. Nous pouvons comprendre que la pandémie actuelle complique les conditions de recrutement d'enseignants supplémentaires pour faire face à la situation. Cette situation de plus en plus préoccupante d'ailleurs. Mais, Monsieur le ministre, le manque chronique d'enseignants remplaçants était déjà connu et ne pouvait qu'être aggravé par la crise sanitaire. Nous l'avions dit lors du vote du budget 2021, il fallait créer plus de postes pour assurer le remplacement des enseignants, dont on pouvait aisément prévoir qu'ils seraient malheureusement frappés, eux aussi, par la contamination. Puisque la doctrine du gouvernement, c'est de maintenir les écoles ouvertes, coûte que coûte, alors pourquoi ne pas avoir anticipé les moyens nécessaires lors de la préparation de la rentrée 2020 ? D'ailleurs, nous vous demandons de publier les vrais chiffres du taux de remplacement dans chaque académie, car il semble bien qu'une certaine opacité règne dans ce domaine. Aujourd'hui, la situation est difficile pour les enseignants et elle se complique considérablement pour les enfants qui ont déjà, du fait du confinement, perdu de nombreuses heures de cours et qui sont de plus en plus nombreux à être en situation de décrochage scolaire. Monsieur le ministre, quelles mesures allez-vous prendre pour pallier dès à présent les absences des enseignants non remplacés? Comment envisagez-vous la période qui nous sépare de la fin de l'année scolaire? Et enfin, comment préparez-vous la rentrée 2021 dans ce contexte? Je vous remercie. Ma question s'adresse au secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles.
Depuis l'annonce du programme d'accompagnement des 1000 premiers jours de l'enfant, nous ne pouvons reprocher au ministre Adrien Taquet de manquer d'ambition en matière de petite enfance et de soutien à la parentalité. Pour autant, cet intérêt masque mal les difficultés éprouvées sur le terrain. Difficultés par les familles à la recherche de solutions d'accueil de leurs jeunes enfants et difficultés par les professionnels mobilisés pour leurs conditions de travail, que ce soit à domicile, dans les maisons d'assistantes maternelles ou dans les crèches. Hier, mes chers collègues, le secteur de la petite enfance était en grève pour dénoncer la réforme qui déréglementera les conditions d'accueil des jeunes enfants. Réforme par ordonnance et par décret. Baisse de l'encadrement, permission d'accueil en surnombre, diminution des superficies, diminution de la qualité éducative. En clair, moins de personnel qualifié et des budgets de formation insuffisants. Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge a donné un avis plus que réservé sur ces perspectives. Le rapport d'experts autour de Boris Cyrulnik préconise un accueil réalisé par des professionnels qualifiés pour garantir le développement et l'épanouissement du jeune enfant. Vos projets s'en éloignent. Alors, monsieur le ministre, ma question est la suivante. Visez-vous seulement à renforcer l'équilibre financier des entreprises de crèches privées au détriment de la qualité de l'accueil de la petite enfance? Merci, madame la ministre. J'entends vos propos et l'image que vous dépeignez est une image idéale. Mais à l'image de ce qui se passe dans les EHPAD, secteur que vous connaissez bien, nous craignons que la petite enfance devienne un secteur parent pauvre de l'accompagnement social.